en deuxième année au sein de l'UMR Sécopol et je suis encadré par Sophie Cravat et Takeshi Izumo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la diversité des impacts des phénomènes El Niño et La Niña en Polynésie française. Donc je commence avec cette jolie photo du désert d'Atacama au nord du Chili, qui est connu pour être une des régions les plus arides du monde. Mais tous les 5 à 7 ans, associés à des événements El Niño particuliers, on peut assister à des phénomènes de floraison exceptionnels, comme montré sur la photo. Donc avant d'expliquer ce que c'est El Niño, La Niña, il faut d'abord comprendre l'état normal de l'océan Pacifique. Donc en conditions neutres, on a des vents d'est en surface qui soufflent, donc les alizés que vous connaissez sans doute, qui favorisent une accumulation d'eau chaude à l'ouest du Pacifique. Associé à cette accumulation d'eau chaude en surface, on va avoir donc de l'air ascendant, une formation de nuages et donc des zones de précipitation accrues au niveau de l'ouest du Pacifique. Du côté est du Pacifique, on a une remontée d'eau froide associée à une montée de la thermocline dans l'océan, le long des côtes d'Amérique latine, et une tendance à un air subsidant qui fournit des conditions plus sèches à l'est du Pacifique. En conditions La Niña, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un renforcement des alizés qui va en fait accentuer le contraste entre l'est et l'ouest avec des eaux encore plus chaudes à l'ouest et des zones de précipitation encore plus accrues. En El Niño, ça va être l'inverse. On va avoir un affaiblissement des alizés, voire même un renversement de ces vents pour certains épisodes, qui vont favoriser un déplacement vers l'est d'eau chaude. Et associé à ce déplacement vers l'est d'eau chaude, vous l'aurez compris, on a un décalage des zones de forte précipitation le long de l'équateur vers l'est. Donc vous l'aurez compris, El Niño, La Niña, ce sont deux phases d'une oscillation qu'on appelle El Niño Southern Oscillation, donc ENSO. Et donc c'est pendant certains épisodes El Niño qu'on peut faire de jolies photos dans le désert d'Atacama. Donc ces épisodes, ils surviennent tous les 2 à 7 ans. Et ils atteignent leur pic d'intensité en général en fin d'année. Donc on utilise plein d'indices pour les suivre et observer les phénomènes El Niño, La Niña. J'en présente 2 ici, donc les plus connus. Niño 3.4, c'est l'anomalie de température de surface de la mer dans la boîte du Pacifique en noir, dans la boîte équatoriale. Et donc quand on est en rouge sur ces courbes, donc qui va de 1950 à 2024, on est en épisode El Niño. Et quand on est en bleu, on est en épisode La Niña. Donc pour la petite histoire, un autre index qui est utilisé aussi à l'échelle internationale, le Southern Oscillation Index, qui est historiquement calculé comme étant la différence de pression atmosphérique entre Darwin en Australie et la station de Faa'a à Tahiti. Donc vous voyez qu'il y a une grande diversité en termes d'amplitude dans les pics d'El Niño, La Niña, mais on observe aussi une forte diversité d'événements spatials. Donc en fait, depuis ces dernières décennies, on a observé différents types d'El Niño, avec les El Niño qui voient leurs anomalies de température de surface de la mer concentrées au centre du Pacifique, ce qu'on appelle des Central Pacific El Niño, et d'autres pour lesquels les anomalies de température de la mer s'étendent jusqu'aux côtes d'Amérique latine, ce qu'on appelle les Eastern Pacific El Niño. Et c'est cette diversité d'événements en fait, qui rend difficile la prévision de ce phénomène et la prévision de ses impacts. En fait, actuellement, on peut savoir plusieurs mois à l'avance si on va être en El Niño ou en La Niña. Par exemple, là, vous avez un exemple des prévisions de différents modèles climatiques, donc c'est les différentes courbes de couleurs. L'année dernière, il y a vraiment un an, au même moment des doctorales de l'année dernière, on savait avec 80% de chances qu'on allait avoir un El Niño à la fin de l'année qui vient de se terminer. Ça a été le cas, mais on a eu beaucoup de mal en fait, à savoir de quel type il serait. Et à droite, c'est la courbe actuelle des prévisions, et on voit que tous les modèles s'accordent pour une transition à un état neutre d'ici juin 2024, et la transition vers un épisode La Niña pour la fin de cette année. Donc voilà, il y a encore beaucoup de progrès à faire dans la compréhension de cette diversité et dans sa représentation dans les modèles climatiques. Donc moi, dans ma thèse, les questions auxquelles je vais essayer de répondre, c'est en prenant en compte cette diversité d'événements, quelles sont finalement les conditions océaniques et atmosphériques qu'on attend en Polynésie française lors des événements El Niño et La Niña, et comment ces conditions de l'océan et de l'atmosphère qui changent d'une année sur l'autre vont moduler l'apparition d'événements extrêmes comme les cyclones tropicaux ou les canicules marines. Tout ça dans un but donc de mieux comprendre les impacts de ces phénomènes en Polynésie française et donc à terme de mieux prévoir et de mieux anticiper leurs impacts. Donc pour répondre à la première question, on a essayé de faire une classification des événements passés. Donc pour ça, on s'appuie sur des données de différentes sources, donc des données issues de satellites, des données issues de stations météorologiques, données in situ ou de modèles. Donc en fait, ces données nous donnent des jeux de données à l'échelle globale, sur toute la planète, à l'échelle mensuelle dans mon cas, qui nous permettent de regarder dans le passé et d'analyser en fait les événements depuis 1980. Donc c'est par exemple avec ce genre de données qu'on peut faire une climatologie. Si je fais la moyenne depuis 1980 sur toute la période, on peut avoir en climatologie, par exemple sur cette figure, la ligne en rouge, c'est la climatologie de la ligne de 28 degrés de la température de surface de la mer. Et en violet, c'est une ligne
d'humidité atmosphérique élevée. Et donc on voit qu'en moyenne climatologique, les zones qui sont chaudes en surface et les zones très humides dans l'atmosphère sont des zones où on trouve les grandes zones de convergence dans le Pacifique, avec l'ITCZ, donc la zone de convergence intertropicale au nord de l'équateur géographique, et celle qui nous concerne plus particulièrement, la zone de convergence du Pacifique Sud, la SPCZ. Et donc c'est cette position de SPCZ de novembre à avril en fait, qui fournit ce qu'on appelle ici la saison des pluies, qui fournit des précipitations plus importantes pour une bonne partie de la Polynésie, et peut-être pas pour le nord des Tuamotu et les Marquises. Mais donc c'est bien d'avoir en tête cette image d'état moyen des précipitations, donc en couleur sur cette carte, des vents, ce sont les flèches en noir, et des températures, c'est les lignes en noir qu'on voit, puisqu'on va parler d'anomalies par rapport à cet état qu'on trouve en moyenne en saison humide en Polynésie française. Donc pour faire la classification, on va regarder en fait 3 variables. C'est une classification qu'on appelle multivariée, qui va se baser sur les anomalies de ces 3 variables, température de la mer, précipitation et vent de surface, à l'échelle du territoire. Et donc en fait, on va appliquer un algorithme de classification qui va regrouper entre elles les années qui sont les plus semblables en termes des anomalies de ces 3 variables. Et donc ensuite, pour chacun des groupes, on va calculer des composites, qui sont en fait des moyennes pour une variable, des années au sein d'un groupe. Donc voilà le résultat par exemple pour les anomalies de température de surface de la mer. Donc ça c'est les composites pour 6 groupes d'années formés à l'échelle du territoire. Donc ça c'est la Polynésie française avec les Australes au sud-ouest et les Marquises au nord-est. Donc quand on est en rouge, c'est que la température de la mer est plus chaude que la normale. Et quand on est en bleu, c'est qu'elle est plus froide que la normale. Et en fait, quand on élargit les composites à grande échelle, on se rend compte qu'on retrouve les épisodes El Niño et La Niña à grande échelle. Donc ça nous dit une chose, c'est déjà que la variabilité interannuelle du climat de surface, en gros, en termes de température, de précipitation et de vent, elle est dominée par El Niño et La Niña. Et ensuite, on voit qu'on retrouve la diversité grande échelle avec les Central Pacific El Niño ici et les forts Eastern Pacific El Niño, donc avec les anomalies qui sont vraiment décalées vers l'est. Donc c'est important de voir qu'il y a en Polynésie ce qui domine vraiment la diversité des impacts en termes des 3 variables qu'on a utilisées pour la classification, c'est la diversité spatiale des événements à grande échelle, donc la longitude en fait de ces anomalies de température de surface de la mer et leur intensité. Donc pour la présentation d'aujourd'hui, je vais présenter les résultats seulement pour 3 groupes, parce que 6 groupes ça fait beaucoup d'informations en 15 minutes, avec 2 types d'El Niño et un type de La Niña. Donc ça c'est des résultats pour la température ressentie. Donc ce qu'on appelle la température ressentie, en fait, c'est un indicateur de confort thermique qui prend en compte la température et l'humidité. Donc quand c'est en rouge, c'est qu'il fait plus lourd que la normale, toujours sur la saison humide, et quand on est en bleu, c'est qu'il fait plus frais que la normale. Donc on voit que pour les 2 types d'El Niño, en moyenne, durant El Niño, il fait plus chaud sur la partie nord du territoire, surtout pour les Marquises, et plus frais au niveau des Australes. En La Niña, on voit que ce dipôle d'anomalies s'inverse avec des anomalies plus fraîches pour les Marquises et plus chaudes pour les Australes. Et ce qui est important de noter, c'est aussi que la Polynésie, elle est vraiment traversée par une ligne d'anomalies nulles, en fait, avec des anomalies de signes différents de part et d'autre de cette ligne blanche. Donc avec, pour un épisode donné, des impacts opposés entre les archipels. Donc on a fait ce travail de composite aussi au niveau des stations météorologiques, du réseau d'observation qui est géré par Météo France. Donc ici, je présente pour 3 stations. Donc si vous avez bien écouté ce que j'ai dit avant, à votre avis, est-ce qu'à la station d'Ivaoa en El Niño, est-ce qu'il fait plus chaud ou plus frais? Voilà, très bien, vous avez suivi. Donc les différentes barres de différentes couleurs, c'est les différents groupes d'El Niño et de La Niña qu'on a classifiés. Et on a les anomalies de précipitation mesurées à la station par rapport à la normale. Donc on voit qu'il fait plus chaud en El Niño avec différents degrés d'intensité selon les types d'El Niño et plus frais en La Niña. À Rapa, ce dipôle d'anomalie s'inverse avec des anomalies plus fraîches en El Niño et plus chaudes dans La Niña. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple pour Fa'a, on a vraiment du mal à avoir un signal clair de par sa position par rapport à cette ligne d'anomalie nulle, en fait, une faible variation de cette ligne peut fournir des anomalies légèrement positives ou légèrement négatives d'une année sur l'autre, même au sein d'un même groupe d'El Niño ou de La Niña. Donc voilà, c'est très dur d'avoir un signal clair pour Tahiti, mais on voit qu'en moyenne, il y a quand même une tendance à ce qu'il fasse plus chaud en El Niño, légèrement plus chaud à Fa'a. Donc on a fait ce travail aussi pour les précipitations. Donc là, quand c'est vert foncé, c'est qu'il pleut beaucoup, il pleut plus que la normale, et marron, c'est que c'est plus sec que la normale, avec les anomalies de vent représentées par les flèches en noir.
Et là, ce qui est intéressant, c'est que, autant pour la température ressentie, on avait à peu près les mêmes patterns spatiaux d'anomalies pour la température ressentie. Pour les précipitations, on voit que pour deux événements qu'on qualifierait tous les deux d'El Niño, en fait, on a vraiment des réponses en termes de précipitations vraiment différentes entre les Eastern Pacific et les Central Pacific. Et pour les La Niña, on voit qu'il y a un assèchement généralisé à tout le territoire avec un renforcement global des alizés sur la Polynésie française. Donc en fait, pour comprendre ces différences d'impact qu'on a observées localement en termes de précipitations, on a voulu les comprendre. Et donc pour les comprendre, il faut regarder à plus grande échelle ce qui se passe au niveau de cette zone de convergence dont j'ai parlé en introduction, la SPCZ. Donc sur cette figure, on a la ligne en noir qui est la position moyenne de la SPCZ, donc de cette zone de convergence, le long de laquelle on trouve le plus de précipitations. Et pour chacun des groupes d'événements qui correspondent aux différents types d'El Niño et La Niña, j'ai tracé cette position de cette SPCZ pour chacun des groupes. Donc c'est encore un composite de la position de la SPCZ dans des données d'observation qui combinent des données satellites et des données de stations météorologiques. Donc on voit vraiment qu'il y a des différences marquées entre les positions de SPCZ pour les différents types d'El Niño. Et après on s'est dit, mais finalement on n'a pas beaucoup d'années dans chacun de ces groupes, donc est-ce que c'est robuste? Est-ce que c'est pas simplement dû à du bruit et que c'était le hasard que ces années-là, la SPCZ par exemple, était complètement horizontale? Donc pour répondre à cette question, on a utilisé une expérience atmosphérique, une expérience numérique qui a été réalisée, en fait, qui utilise un modèle atmosphérique forcé par des données de température de la mer observées. Et donc, comme c'est numérique, en fait, on peut faire des expériences et générer plusieurs membres dans ces modèles. Donc, en fait, dans ce modèle, il y a 10 membres qui ont été générés, associés à 10 conditions de température de surface de la mer qui varient très peu entre elles. Et on a recalculé les positions moyennes de cette zone de convergence. Donc c'est un peu compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette expérience numérique, forcée que par la température de la mer observée, on retrouve nos positions moyennes de SPCZ différentes pour chacun des groupes. Donc ça nous apporte deux réponses. C'est que déjà la classification est robuste et ça met en avant vraiment le rôle de pilote de la température de surface de la mer dans les changements de précipitation qu'on observe. Donc c'est vraiment ces différences d'anomalies de température de surface de la mer qui varient selon les différents types d'El Niño qui fournissent des impacts en termes de précipitations différents à l'échelle de la Polynésie française. Donc je remets ce schéma neutre, et donc ce sont des schémas vraiment synthétiques pour résumer les mécanismes. Donc si vous voulez plus de détails, ça sera dans une future publication qui est en train de s'écrire, qui est quasiment terminée et qu'on devrait soumettre bientôt. Mais c'est pour comprendre vraiment les différences entre les deux types d'El Niño. En fait, quand les anomalies de température de surface de la mer sont bien à l'est et intenses, les anomalies de vent, donc matérialisées par les flèches en noir, sont vraiment localisées sur le nord de la Polynésie française. Et en fait, ces anomalies de circulation en surface vont modifier le transport d'humidité, donc vont prendre de l'humidité là où en moyenne climatologique il y en a beaucoup, vers des zones où normalement il y en a peu. Et ces modifications de transport d'humidité expliquent ces shifts importants dans la position de la zone de convergence. Et on voit que quand ces anomalies d'SST sont vraiment à l'ouest et centrées au niveau du nord des Fidji, les anomalies de circulation et de transport d'humidité sont shiftées aussi vers l'ouest par rapport au schéma du haut. Et donc finalement, le déplacement de la SPCZ est moindre, avec un impact moindre sur la Polynésie française. Donc ensuite, on s'est intéressé à la modulation des événements extrêmes par les événements El Niño, La Niña et leur diversité. Donc je ne vais pas tout présenter, mais je vais présenter les résultats qu'on a commencé à obtenir pour les cyclones tropicaux. Donc pour faire ça, on utilise des archives de trajectoires de cyclones qui nous donnent tous les cyclones et dépressions tropicales qui sont passés dans le carré en noir. Donc on a l'information spatiale des trajectoires, et dans le temps, on peut compter le nombre de systèmes avec leur intensité, donc c'est les différentes couleurs de ce graphe, depuis 1980 jusqu'à 2023-2024, où vous voyez, on a eu quand même 2 systèmes nommés qui sont passés dans ce carré noir cette saison, avec, vous vous en souvenez sans doute, un système nommé la dépression tropicale Forte Nat, qui ici était en approche de Tahiti début février. Et c'était vraiment l'enchaînement de cette dépression tropicale et d'autres systèmes qui sont passés dans son sillage qui ont généré les inondations qu'on a connues au début du mois de février. Donc une fois qu'on a cette information sur les cyclones, leur trajectoire et leur temporalité, on a croisé ça avec notre classification et notre typologie d'événements en fait. Et ça a permis de mettre en lumière que c'est vraiment pendant les Eastern Pacific El Niño, les très forts, que les cyclones se forment sur les îles de la Polynésie française, alors que dans les autres types d'El Niño, par exemple les Central Pacific, les cyclones
il n'y a pas vraiment de conditions favorables pour qu'ils se forment sur la zone, mais ils peuvent se former plus à l'ouest et être transportés vers la Polynésie par des conditions de vent favorables. En La Niña, c'est intéressant, il peut aussi y avoir des dépressions tropicales, mais on voit qu'elles sont vraiment shiftées vers le sud, donc finalement avec bien moins d'impact sur les îles, si ce n'est que pour les australes. Donc voilà, on voit que les systèmes se forment au niveau de 16 degrés sud et glissent très vite vers les extratropiques. Donc en conclusion, le message principal de cette présentation, c'est qu'il y a vraiment une forte diversité d'impacts ici des épisodes El Niño et La Niña, puisque pour un épisode donné, on a des impacts opposés entre les archipels et qu'il y a une importante diversité d'événements entre eux. Donc c'est pas simple de prévoir les impacts d'El Niño en Polynésie française. Et on a vu que ces événements ils modulent fortement l'apparition et l'activité cyclonique sur le territoire. Donc, si vous voulez plus de détails là-dessus, j'ai eu la chance de présenter un poster électronique à une conférence à San Francisco en décembre dernier à ce sujet. Donc, il y a beaucoup plus de détails que dans cette présentation. Donc, si vous scannez le QR code, vous y aurez accès. Et donc, pour la suite, on va poursuivre le travail sur les événements extrêmes et notamment les canicules marines qu'on a commencé à traiter. Et ensuite, on essaiera de comprendre comment les épisodes extrêmes de précipitation et de forte houle sont modulés par El Niño et La Niña et leur diversité. Et donc ça, c'est un travail qui se fera en synergie avec une thèse qui commencera prochainement à l'UPF de Claire Rocuet, qui est actuellement en stage à l'UMR Sécopole, sur la modulation, enfin sur les extrêmes météorologiques et leur lien avec la variabilité intrasaisonnière. Donc pour terminer, ça c'est aussi, je voulais présenter aussi d'autres travaux que je fais transversaux par rapport à ce sujet principal de thèse. Donc j'ai la chance, de par mes encadrants et de l'équipe avec qui je travaille, de travailler sur d'autres thématiques qui donnent lieu à des collaborations, que ce soit entre les labos localement ou à l'international, notamment dans le développement d'un modèle conceptuel d'El Niño à grande échelle. Donc c'est un modèle physique qui est régi par très peu d'équations différentielles qui permet de faire vraiment des progrès importants dans la compréhension de ce phénomène. Et donc j'ai participé au développement de ce modèle en Python, qui est un langage informatique. J'ai pu aussi travailler avec des chercheurs de Tasmanie sur la caractérisation de l'ENSO avec une nouvelle méthode statistique. Et j'ai aussi finalisé un travail que j'avais commencé avant de débuter ma thèse ici sur la houle en Nouvelle-Calédonie, qui est donc une publication en révision actuellement. Donc voilà, c'est pour dire que c'est un travail d'équipe et que c'est très stimulant de travailler avec toutes ces personnes qui se reconnaîtront sans doute. Donc voilà, je vous quitte avec cette animation des anomalies de température de surface de la mer depuis janvier 2024, donc début de l'année, où on voit qu'on est sur la fin de l'épisode El Niño, que les anomalies qui étaient très chaudes à l'est du Pacifique commencent à s'amenuire. Et voilà, vraisemblablement, on se dirige vers un épisode La Niña en accord avec les prévisions des modèles de climat. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bastien pour cette présentation. Évidemment, on ne cesse de parler toujours de la même chose, des défis posés par cet espace où nous sommes, aussi bien quand on regarde dans le rétroviseur que quand on essaie de lancer le regard loin en avant. Et moi, je suis fascinée par les possibilités, enfin les perspectives qu'ouvrent les puissances de calcul dont on dispose présentement. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions et d'interpellations, en tout cas très, très profondes et très personnelles par le jury, aussi bien que par la salle auquel je tends le micro. Yolanda, et merci beaucoup pour cette présentation très détaillée et très intéressante. En effet, je suis émerveillé par la puissance aussi intellectuelle, n'est-ce pas, de nos chercheurs, et non seulement des ordinateurs. Mais hier, dans l'atelier, sur le même sujet, grosso modo, une des conclusions était qu'il est extrêmement, même avec cette puissance, de prédire à peu près la montée des eaux selon la typographie des îles, des atolls, etc., dans le moyen long terme à cause du réchauffement climatique. Par contre, là, vous avez des données quand même ultra précises, visiblement, je ne sais pas si c'est au kilomètre carré ou autre, sur les phénomènes El Niño et El Niña, que j'ai vécu en Californie, donc il n'y a pas que sur l'océan, évidemment, qu'on ressent ça, quand j'y habitais. Et donc, ma question est la suivante. Est-ce qu'on pourrait potentiellement modéliser avec ces données très détaillées, géographiquement parlant,
Parce qu'évidemment, je suppose que les phénomènes El Niño et Niño ont un effet de dilatation des océans. Est-ce que ça a été fait ou est-ce que ça pourrait être fait de mesurer, d'estimer à peu près le niveau de montée des eaux et par contre, par exemple, les marées, qui sont essentiellement des marées solaires, et puis peut-être dilatation des océans, l'effet de El Niño sur justement les marées en Polynésie à différents endroits. On sait que par exemple, quand il y a des cyclones, il y a des périodes, des archipels plus exposés, les Marquises par exemple, que Tahiti en particulier. Enfin voilà, longue question, mais est-ce qu'on pourrait éventuellement, avec toutes ces données, les utiliser pour éventuellement mesurer un peu la hauteur des océans, les marées, etc., pendant ces épisodes? Oui, merci pour ta question. Alors il y a beaucoup de choses dans la question, il y a beaucoup d'échelles temporelles mélangées. Là, moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment regarder dans le passé ce qui se passe. Donc, ce n'est pas de la prévision, déjà pour répondre au premier point. Mais déjà, pour faire ça, il y a énormément de choses à comprendre avec ces données qu'on a d'archives, en fait, de l'observation de l'atmosphère et de l'océan. Et donc, en fait, par exemple, les composites d'anomalies de niveau de la mer en El Niño, La Niña, c'est un travail que j'ai fait, que je n'ai pas présenté là. Mais finalement, oui, ça, on l'a fait. Et on a une idée, donc à l'échelle des cartes que j'ai montrées, où on voit le carré de la Polynésie française, on sait où c'est qu'on a des anomalies positives de niveau de la mer, de combien, et où c'est que c'est positif et négatif. Mais donc ça, c'est vraiment des moyennes d'une année sur l'autre. Après, ce dont tu parles lors des cyclones, par exemple, ce qu'on appelle l'élévation du niveau de la mer due à la chute de pression due au passage d'un cyclone, ça, c'est vraiment à l'échelle d'un événement. Et donc là, c'est pas avec ça que je vais le quantifier ou ne serait-ce le comprendre, puisque je suis à l'échelle mensuelle, et donc un cyclone, voilà. Mais il y a des travaux là-dessus. Moi, je ne travaille pas dessus personnellement. Mais c'est quelque chose qu'on aimerait comprendre mieux. Parce qu'en fait, il faut aussi avoir des modèles capables de modéliser les structures d'un cyclone, même à l'échelle de l'événement. Et tout ce qui se passe au niveau hydrodynamique dessous et au niveau de la mer. Il y a beaucoup de travaux là-dessus, mais moi, je ne suis pas du tout expert là-dessus. Donc, il y a beaucoup de choses à comprendre encore là-dessus. Y a-t-il une autre question ou d'autres questions ? Alors, j'ai plutôt une question technique. Quel type de classificateur tu as utilisé et comment ça a été orienté ton choix ? Et puis la deuxième question, ce serait par rapport à la modélisation de El Niño. Est-ce que plus tard, tu penserais à essayer de coupler les EDP que tu utilises pour la modélisation avec des réseaux de neurones ou des trucs comme ça ? Alors, la première question, je l'avais, mais je l'ai perdue. Si tu peux la répéter, la première question. Le classificateur que tu utilises. Ah oui, oui. J'ai utilisé la classification hiérarchique ascendante. D'accord. Pour plusieurs raisons, en fait, c'est que cet aspect hiérarchique, il est plutôt bien adapté au problème, dans le sens où, en fait, l'algorithme, quand on a étudié le process, on a regardé pour différents nombres de clusters les résultats obtenus. Et au début, tu as vraiment une bonne dichotomie entre les El Niño, les La Niña, les El Niño très forts. Et ensuite, tu as une hiérarchisation, un affinage en fait, de cette typologie. Et donc, on s'est arrêté au nombre de groupes qui nous permettaient d'accéder suffisamment à une diversité et qui nous donnaient en fait, des anomalies significatives après dans les composites. Donc, c'était pour ça qu'on a utilisé cet algorithme. Et dans la modélisation d'El Niño, pour les modèles conceptuels, c'est ça dont tu parles ? Oui. Alors moi je ne l'ai pas fait, mais je sais qu'il y a aussi des travaux qui visent à en fait utiliser, et c'est là la plus-value de ces modèles conceptuels pour étudier El Niño, c'est qu'on peut générer des milliers de séries temporelles de 1000 ans en fait, pour avoir des oscillations. Et le but c'est de modéliser ça assez correctement en termes d'énergie, de puissance, de fréquence d'apparition de ces événements, pour ensuite les utiliser par exemple dans un apprentissage par réseau de neurones. C'est des travaux qui sont menés, mais pour l'instant, il y a déjà beaucoup de progrès à faire dans la modélisation correcte du phénomène, de sa diversité et de sa complexité, en fait, avec ces modèles conceptuels. Mais c'est des travaux qui sont menés de lier l'IA avec les sorties de ces modèles conceptuels. Mais moi, je ne le fais pas personnellement. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, merci. Excusez-moi de vous poser une question qui tombe peut-être à côté de la plaque. J'ai raté le début ou la moitié de votre présentation, mais comme d'autres, je suis impressionné par la présentation brillante et le détail, enfin les précisions jusque dans le raffinement des détails.
Je viens de rentrer d'Australie où on a passé un été pas comme les autres. Et justement, face à toutes ces précisions, le simple citoyen ces derniers mois a pu être très désabusé par rapport aux prévisions de la météo en Australie, où non seulement il ne faisait pas chaud au moment où on nous avait dit qu'il ferait chaud, et il pleuvait au moment où on nous avait dit qu'il n'allait pas pleuvoir, et en sens inverse. Mais après, les explications semblaient ne pas tenir la route. Et en tant que simple citoyen, on ne savait pas à qui se fier. Oui. Et donc, ma question, est-ce que vous pouvez m'expliquer, vous venez de non, vous auriez dû rentrer plus tôt dans la salle, par rapport à cette énorme quantité de précision que vous nous apportez? Alors en fait, là, ouais, il faut vraiment différencier la météorologie de la climatologie. Il y a des modèles météorologiques qui sont faits pour prévoir le temps à J+1, enfin un jour après, 2 jours après. Mais là, moi, ce que je fais, c'est vraiment de la climatologie sur des échelles mensuelles. Et donc, en fait, l'enjeu majeur d'arriver à prévoir ce genre de phénomène comme El Niño, La Niña, c'est d'arriver à faire des prévisions saisonnières, en fait, sur... par exemple, on est en juin et on veut savoir à peu près s'il va tomber plus de pluie sur telle région de la Polynésie ou moins de pluie. Ça, en fait, on est en mesure de le faire en ayant une meilleure compréhension de ces phénomènes. Après, de savoir s'il va pleuvoir le week-end prochain ou s'il va faire beau, ça c'est vraiment autre chose. Et on descend du coup dans le temps des échelles temporelles, mais c'est plus vraiment El Niño, La Niña qui va vraiment vous dire s'il va pleuvoir le week-end prochain. Donc les explications, je suis conscient qu'elles sont dures des fois à comprendre quand on n'a pas ces notions, mais voilà. Par contre, ce qu'on aurait pu dire, c'est si on avait une bonne idée des conditions, des impacts d'El Niño sur l'Australie et qu'on arrivait à prévoir quel type d'El Niño, peut-être que plusieurs mois à l'avance, on aurait pu vous prévenir qu'en Australie, puisqu'on attend tel type d'El Niño, on aura des conditions moyennes qui seront de tel type par rapport à la normale. Ça, on aurait pu vous le dire avec une bonne précision. Mais voilà, une fois que tu es parti en vacances, voilà, c'est les aléas de l'atmosphère, quoi. Après, voilà, ça n'explique pas tout, hein. C'est vraiment un phénomène qui a un impact global, qui donne une source de prévisibilité pour notamment les sécheresses sur l'échelle saisonnière. Mais après, l'apparition d'événements extrêmes, c'est très dur à relier, par exemple, à El Niño ou au changement climatique. C'est très dur, en fait, de relier des événements extrêmes à tel type de phénomène climatique plus grande échelle. Bonjour à tous, merci d'être présents ce matin. Donc moi je vais vous présenter mon sujet de recherche pour cette thèse. Je suis en 2e année également, donc je suis à la moitié du chemin à l'heure actuelle. Ma thèse est encadrée par Pascal Ortega et Marania Houpoiré du laboratoire GEPA Sud, et j'ai la chance d'avoir une 3e encadrante qui est Swen Julien de l'IFREMER à Brest. Et donc je travaille effectivement sur les impacts du changement climatique sur les énergies renouvelables à Tahiti, et mon travail se décompose en 2 parties différentes. La première, c'est la modélisation haute résolution du climat à échelle locale, et ensuite l'évaluation de l'évolution de l'impact des changements climatiques sur la production, les gisements d'énergie renouvelable. Donc je vais vous présenter mon travail. En premier lieu, je vais un petit peu faire un point sur le contexte et les enjeux qui nous concernent. Ensuite, je vais vous parler de la modélisation du climat. Donc peut-être j'aurai d'autres questions sur le sujet pour suivre les questions qu'a eu Bastien. Ensuite, je vais vous exposer un petit peu le matériel et les méthodes que j'utilise. Et enfin, je vais vous parler d'évaluation des performances avant d'aborder les perspectives qu'offriront les résultats de mes recherches. Alors, en premier lieu, on va parler du contexte climatique en Polynésie française, donc un territoire insulaire au milieu de l'océan Pacifique, dans la bande tropicale, donc pluviométrie abondante ainsi qu'ensoleillement abondant, ce qui est très bien pour l'énergie photovoltaïque et l'énergie hydroélectrique. Dans notre zone, il y a plusieurs grandes structures météorologiques qui s'activent à grande échelle. Il y a El Niño et la SPCZ dont Bastien a parlé. Je reviendrai un peu plus loin sur la SPCZ. Et il y a des phénomènes de petites échelles, notamment l'influence de l'orographie, donc le relief, notamment sur les îles hautes, et l'influence qui influe sur la convection, donc c'est-à-dire les mouvements ascendants des masses d'air et qui peut provoquer notamment des précipitations.
Sur le contexte énergétique, il faut savoir qu'à l'heure actuelle et depuis grosso modo une dizaine d'années en moyenne, la Polynésie est dépendante à 93% de ressources fossiles pour son énergie. En termes d'électricité, donc juste la production électrique, ça représente 38% de l'énergie totale consommée en Polynésie. Sur le mix électrique, à l'heure actuelle, on est environ à 30% d'énergie renouvelable et on vise à horizon 2030 75%, donc c'est un objectif très ambitieux qui est entériné dans la PPE 2022-2030. La question qui se pose donc, c'est comment peut-on anticiper les impacts du changement climatique sur les énergies renouvelables à Tahiti? Alors, de quoi on a besoin? Pour modéliser le climat, on a besoin d'un modèle. Alors, un modèle, qu'est-ce que c'est? C'est une représentation mathématique des phénomènes physiques de l'atmosphère, parce que je me concentre exclusivement sur l'atmosphère. On a besoin aussi de données météorologiques qui servent d'une part à l'initialisation du modèle, c'est-à-dire le pas de temps zéro qui va servir à lancer le modèle, et pour le forçage, je reviendrai après, le forçage, c'est ce qui va nous aider à faire tenir le modèle sur la durée, ce qui va alimenter le modèle. Et accessoirement, on a besoin d'un très gros ordinateur, parce que forcément, les calculs sont très coûteux. Alors, un modèle de climat, on va parler, pour résumer, on va dire qu'il y a deux moteurs principaux dans un modèle. Il y a d'une part le moteur dynamique qui va contrôler les mouvements des masses d'air dans l'atmosphère, donc vraiment à très grande échelle, jusqu'à l'échelle de la maille. Et à l'échelle de la maille, donc vraiment un petit cube comme ici, on va regarder ce qui se passe dans tous les phénomènes physiques, donc le rayonnement, les précipitations, la convection, tout ce que le modèle dynamique ne peut pas prendre en compte. Et donc, je travaille avec le modèle WRF, donc Weather Research and Forecasting, qui est un modèle américain par NCAR, qui est un groupe qui s'est créé dans les années 90. Et donc, c'est un modèle communautaire qui est développé depuis une trentaine d'années maintenant. Et donc, ce modèle, il a l'avantage qu'il permet de travailler à des résolutions du millier de kilomètres jusqu'à une dizaine de mètres. Donc, ça en fait un modèle très polyvalent. Et c'est un modèle donc idéal pour les descentes d'échelle, et je reviendrai juste après sur ce que c'est une descente d'échelle. Et l'autre avantage de ce modèle vraiment très pertinent, c'est qu'il dispose de nombreuses paramétrisations possibles pour les paramètres physiques, et c'est ce qui va nous permettre de gérer la physique à l'échelle d'une maille, donc à l'intérieur d'une petite maille. Et d'autre part, on peut faire du couplage océan-atmosphère avec, ce qui lui offre un atout majeur. En termes de matériel, je vais utiliser un précédent travail qui a été réalisé par Cyril Luteil et publié en 2018, qui a fait des simulations historiques et futures en se basant sur les scénarios du GIEC, sur le CMIP5, donc la 5e vague de modélisation du GIEC, et qui se base donc sur le scénario RCP 8.5. Donc pour ceux qui ne savent pas, le scénario RCP 8.5, c'est un scénario d'émissions de gaz à effet de serre le plus catastrophique, on va dire. L'objectif d'utiliser ce scénario, c'est de se dire qu'on va modéliser le pire cas possible par principe de précaution. Donc ça, c'est le travail réalisé par Cyril, et c'est la carte du bas, le domaine du bas sur lequel que je vais utiliser. Donc Cyril a modélisé sur la moitié sud-ouest du Pacifique Sud un modèle avec une résolution de 21 km, 33 niveaux verticaux et des sorties toutes les 6 heures. Et moi, c'est ce travail, donc ces sorties toutes les 6 heures, que je vais utiliser pour venir forcer mon modèle climatique. Je vais revenir un petit peu sur la SPCZ et parler un petit peu plus en détail du travail de Cyril, parce que ce qui nous intéresse particulièrement, c'est que Cyril a fait deux simulations différentes. Une où il a pris directement les données des moyennes multimodèles du scénario RCP 8.5 du GIEC, c'est la colonne de gauche, et la colonne de droite où il a corrigé la SST. Donc la SST, c'est les deux panels du haut, donc la température de surface de la mer, Bastien en a beaucoup parlé juste avant. Et donc on voit que la langue chaude des modèles CMIP non corrigés est beaucoup plus étalée vers l'ouest que dans la version corrigée, avec des températures de surface de la mer qui ont été observées. Alors que là, c'est des températures de surface de la mer calculées par le modèle. Et donc, la température de la SST, comme a dit Bastien, a une influence directe sur la quantité d'eau qui est amenée dans l'atmosphère et donc sur les précipitations. Ce qu'on voit, c'est que la SPCZ, donc la zone de convergence du Pacifique Sud, elle est plutôt orientée horizontalement sur un axe est-ouest quand la SST n'est pas corrigée, et elle survole vraiment la Polynésie. Donc nous, on est le petit carré blanc ici,
Alors que quand on corrige ces SST, là, on a une meilleure représentation de la SPCZ, et donc on voit avec les couleurs qu'on a beaucoup plus de précipitations sur la Polynésie française quand on représente mieux avec des bonnes SST le climat global, le climat du Pacifique, pardon. Donc, comment je fais mes modélisations? Alors, il y a plusieurs phases de travail. La première, en haut, c'est que je détermine la grille de mon modèle, comme vous avez vu un petit peu, les espèces de petites cellules là, en 3 dimensions. Pour ça, j'utilise des géodata, donc c'est tout ce qui est études sur le relief, le land use, etc. C'est-à-dire, est-ce que sur le sol, c'est une ville, c'est des forêts, c'est un lac, parce que ça va avoir une influence. J'utilise un premier processeur qui va me traiter ces données-là, et ensuite un second qui va me fournir un fichier d'initialisation. C'est le premier patent, comme je disais, qui va permettre de lancer la simulation. Ensuite, je vais utiliser les données de Cyril sur une période de 30 ans, qui, pareil, vont passer dans un petit processeur. Comme Cyril, sa modélisation était à 21 km et que la mienne à 2 niveaux, à 7 km, à 2,3 km, je vais devoir faire une interpolation des données de Cyril pour enfin lancer le modèle WRF. Et donc, je vous parlais de descente d'échelle dynamique juste avant. Voilà, le principe, c'est que j'utilise les données de Cyril, c'est la zone en jaune, la grande zone, et je viens forcer avec, aux extrémités de mon domaine. Donc, le domaine de Cyril, c'est le domaine des 0,1 à 21 km. Je viens forcer un premier domaine à 7 km de résolution centré sur l'île de Tahiti. Et ce domaine à 7 km de résolution, il vient lui-même forcer à l'intérieur un autre domaine à 2,3 km de résolution. L'objectif de ça, c'est d'avoir une représentation beaucoup plus fine des phénomènes atmosphériques. Donc, le dimensionnement horizontal, il a été décidé pour être cohérent avec le travail que mène le projet de recherche CLIPSA, et qui travaille avec le modèle AROME de Météo France avec une résolution de 2,5 km. Donc l'objectif, c'était d'atteindre une résolution similaire. Et les ratios impairs qui sont recommandés pour l'interpolation ont un petit peu contraint la résolution, et on arrive à une résolution relativement proche, à 2,3 km sur le domaine que j'utilise, donc le domaine le plus fin. Et cette image-là, c'est pour vous montrer un petit peu l'impact que ça a, l'augmentation de la résolution sur, notamment là, en l'occurrence, le relief. Le premier domaine que vous avez, c'est un domaine D00, c'est l'équivalent d'un modèle de climat à une échelle, à une résolution de 100 km. Alors, ce qu'on constate directement, c'est que Tahiti n'existe pas à cette résolution-là. Même quand on augmente la résolution à 21 km, on sait à peine si on voit Tahiti, on a juste une petite masse qui s'élève un petit peu. Et plus on augmente la résolution, plus on est capable de représenter fidèlement le relief de l'île, et cela va avoir un impact notamment sur les phénomènes convectifs, et donc sur les précipitations, entre autres. On est parti sur plusieurs approches pour tester différents paramètres. Le premier de ces paramètres qu'on a voulu tester, c'est le nombre de niveaux verticaux. Donc, comme je l'ai précisé, Cyril, lui, a travaillé sur 33 niveaux verticaux. Donc, l'objectif, c'était déjà de partir sur cette base-là. Et on voulait voir aussi si on raffinait un petit peu plus, en doublant le nombre de niveaux verticaux, est-ce que ça allait changer? Je vous présenterai les résultats à la fin de cette présentation. On a aussi travaillé sur la topographie du modèle, c'est-à-dire le relief de l'île. Donc là, c'est très petit. J'ai fait plusieurs tests avec des méthodes d'interpolation différentes et des méthodes de lissage différentes. Et de ces tests, j'ai sélectionné 4 profils. Et c'est les profils que vous voyez là. Donc les données de base, c'est la jolie représentation de Tahiti et Moorea à droite. Et là, ça vous donne un aperçu de si on utilise du lissage ou pas. Vous voyez que les couleurs sont beaucoup plus lisses là et beaucoup plus rugueuses ici. Et vous voyez aussi en titre les altitudes. Donc le fait d'augmenter la résolution et de choisir ou non un lissage ou pas, ça nous permet de faire augmenter l'altitude maximum du relief et de représenter plus fidèlement le relief de Tahiti notamment. Donc à l'heure actuelle, j'ai lancé plusieurs runs de simulation, 14 pour être précis, certaines sur 1 an et certaines sur 3 ans en fonction des paramètres qu'on voulait regarder. Et l'image que vous avez à droite, c'est juste pour vous représenter un petit peu les moteurs physiques qu'il y a à l'intérieur de WRF. Alors là, il n'y en a que 6. Il faut bien s'imaginer que sur ces différentes, là, donc il y a 6 paramètres physiques différents, il y a potentiellement 10 possibilités pour chaque paramètre, ce qui fait
énormément de possibilités de configuration, donc il a bien fallu en choisir un nombre restreint. Donc je me suis basé sur 2 configurations qui s'appellent base et KF. Et l'objectif ensuite, c'est de faire de l'évaluation de performance en ayant fait tourner les runs, en regardant avec les observations historiques et d'autres produits grillés, notamment RA5, AMR, GoMSWAP, et RA5 sont d'ailleurs les données qu'utilise Bastien en partie. Et l'objectif, c'est donc de trouver la meilleure configuration, c'est-à-dire la configuration qui sera la plus fidèle avec ce qu'on observe réellement. Donc voilà, sur les 3 paramètres qu'on a identifiés, donc les niveaux verticaux, la topographie et la paramétrisation physique, l'objectif, ça va être de déterminer quelle est la configuration qui obtient les meilleures performances. Donc les premiers résultats que j'ai, là vous voyez le vent moyen en moyenne horaire sur 1 an, donc octobre 2013 jusqu'à septembre 2014. Là, c'est les 5 panneaux que vous voyez, c'est les différents modèles de topographie. Donc les 4 premières, c'est les 4 profils que je vous ai montrés sélectionnés, et tout à droite, c'est la référence. Et entre la première ligne et la deuxième ligne, c'est en fonction de est-ce qu'on a activé le paramètre de convection ou est-ce qu'on l'a désactivé. Et donc on compare ces résultats, là en l'occurrence avec RA5, donc j'ai fait une anomalie des moyennes de vent pour regarder dans quelle mesure le modèle était capable de bien représenter ce qui se passe réellement. Et la bonne nouvelle, c'est que quand c'est blanc, c'est que ça marche bien. Et là, il y a plein de blancs partout. Et on constate qu'il y a par exemple ici une diminution de la vitesse avec des vecteurs vent qui vont un petit peu vers l'est. Et c'est tout à fait normal, c'est que la résolution du modèle RA5 ne voit pas très bien Tahiti, donc a tendance à faire un vent un petit peu lisse et les alizés, donc des vents qui vont vers l'ouest. Et le modèle ayant une représentation de l'île beaucoup plus fidèle, a tendance à ralentir, le relief a tendance à ralentir le vent. Donc en fait, ce qu'on observe ici est tout à fait normal et attendu. Ici, c'est la même chose qu'avant, donc vous avez toujours le vent, mais vous avez toujours la configuration de référence au milieu, à 65 niveaux, et verticaux, pardon, et à gauche, c'est sur 33 niveaux verticaux, tandis qu'à droite, c'est la configuration KF. Et là, on constate qu'entre les 2 configurations physiques, il y a vraiment une très grande différence. Et sur les anomalies, c'est aussi flagrant. Je vais passer un peu vite sur la suite, mais là, vous avez la même chose sur le GHI, donc en gros l'irradiation solaire, où là on constate qu'il y a vraiment une grosse différence pour le coup entre ce que prévoit RA5 et ce que donne le modèle. Donc il y aura sans doute des analyses de biais à faire. Et pareil ici, où là encore on voit bien la différence entre la configuration de base et la configuration KF qui donne des résultats tout à fait différents. Pareil sur la présentation, sur les précipitations, pardon. Et je vais avancer un petit peu pour vous parler des cycles diurnes. Donc en gros, là, ce qu'on a fait, c'est que sur une période d'1 an, on a pris chaque heure, 1 heure du matin, 3 heures, etc. On a fait la moyenne sur 1 an de ces heures-là et on compare ces données. Donc vous avez en bleu quand le modèle, la convection est activée, en violet quand la convection est désactivée, en rouge, vous avez les données mesurées par Météo France en station, et en beige, les données de AMR, qui est un autre produit grillé spécialisé dans les précipitations. Et donc l'objectif, là, c'est de regarder dans quelle mesure le modèle arrive à reproduire le cycle diurne, c'est-à-dire, là, on voit bien que dans les données Météo France en rouge, on a tendance à avoir un petit peu plus de précipitations dans la deuxième moitié de la journée que la première. Et ça, c'est pour une autre station, donc à Teva Utah. Et là, c'est la même chose, mais sur 3 ans, avec donc le modèle à 33 niveaux avec la configuration de base, le modèle à 65 niveaux et le modèle en configuration KF. Et donc, l'objectif, bien sûr, c'est que nos courbes bleues ou violettes soient le plus proche possible de la courbe rouge, donc c'est-à-dire la courbe des observations in situ réalisées par Météo France. À l'heure actuelle, il reste donc à lancer les simulations longue durée sur la période historique, donc sur une période de 30 ans. Et quand on disait que c'était très coûteux en termes de calcul, bah, vous voyez un petit peu une estimation. Pour 30 ans de modélisation à 33 niveaux, il me faut environ 3 mois de calcul. Pour 65 niveaux, il me faut un petit peu moins du double. Et l'objectif, c'est qu'une fois que j'ai fait les modélisations historiques, les modélisations futures, je peux faire un delta, c'est-à-dire regarder l'évolution des conditions météorologiques, et ensuite prendre ce delta, cette évolution des conditions météorologiques, et regarder comment ça va influencer le gisement sur les énergies renouvelables, donc principalement l'hydroélectricité, le photovoltaïque et l'éolien.
Et derrière ça, il y a d'autres perspectives, parce qu'avec les terras de données que je vais produire, ça serait bien de ne pas juste s'arrêter aux énergies renouvelables. Il y a beaucoup de choses à faire, notamment des analyses sur ce qui se passe au niveau des événements extrêmes. On pourra aussi regarder l'évolution en hydrologie, on pourra regarder les impacts du changement climatique sur la santé et aussi sur l'agriculture, notamment pour ce qui concerne la sécurité alimentaire. Je vous remercie pour votre attention et je répondrai avec plaisir à vos questions. Merci Paul, et donc je passe le micro au jury et à la salle. Soyez pas timide. Ah Vincent, je m'attendais. Merci beaucoup Paul pour cette magnifique présentation, une fois de plus. On est passionné par les détails, que je ne comprends pas tout, évidemment. Alors, hier, à l'atelier, évidemment, on a beaucoup discuté de ça, et une des conclusions, c'était qu'il était extrêmement difficile de modéliser, de prévoir, etc. Je voudrais comprendre un petit peu, grosso modo, alors ici, au contraire, il y a un niveau de détail extrêmement important. Et j'essaye de comprendre un peu l'ambiguïté entre le discours hier en disant c'est très difficile de prévoir un niveau très fin, ce qui se passe pour la montée des eaux, etc. Et ici, ces détails vraiment très importants, ce fine-tuning que tu fais sur des petits grains de 21 km², etc. Enfin, tu me comprends à peu près. Merci beaucoup. Alors, effectivement, c'est vrai que hier à l'atelier, on a parlé un petit peu des limites de la modélisation et notamment des phénomènes physiques qui sont encore mal connus, mal compris et qui restent encore à approfondir. Bon, ceci dit, je tiens quand même à nuancer un petit peu ce qu'il a dit hier. Notamment, là, moi, je me concentre sur les phénomènes atmosphériques. Donc, c'est une partie de la physique du climat qui est quand même effectivement mieux connue que ce qui se passe au niveau de l'océan. Donc, ça améliore déjà la précision des données. Ensuite, moi, comme Bastien, je travaille aussi sur des échelles de temps climatologiques. Même si je travaille à une résolution spatiale très élevée, là j'ai fait des moyennes sur 1 an, sur 3 ans, et à la fin l'objectif c'est de faire des moyennes sur 30 ans. Donc on parle vraiment de climatologie et pas de météorologie dans ce sens-là. Pour ce qui est, pour le coup, pour répondre un petit peu à la question sur qu'est-ce qu'on sait de la montée du niveau de la mer, etc., je renverrai toujours vers le GIEC, ça reste quand même le consensus. Et donc oui, c'est sûr qu'il y a des phénomènes qui sont mal connus en termes de montée du niveau de la mer. Il y a tous les phénomènes liés aux calottes glaciaires, que ce soit arctique et antarctique. Donc là, il y a notamment des phénomènes qui sont mal connus. C'est dans quelle mesure les calottes glaciaires ne peuvent pas complètement se détacher. Du coup, remonter plus rapidement vers l'équateur, se réchauffer plus vite et provoquer plus rapidement la montée du niveau de la mer. Mais grosso modo, ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est que les modèles sont quand même assez fidèles à ce qu'on observe. Alors, j'ai plein de slides bonus, parce que j'aime bien les slides bonus. Voilà, ça c'est l'évaluation des performances des modèles du GIEC, donc jusqu'à la R4, donc les 4 premiers modèles du GIEC et des modèles antérieurs. Donc là c'est analyse de performance sur la variable de la température, et ce qu'on constate c'est que hormis le modèle de Rasoul qui date des débuts des années 70 en jaune, toutes les prévisions qui ont été faites depuis les années 70 sont quand même relativement cohérentes avec les observations. Donc les observations, c'est la courbe qui fait le plus de zigzags en noir. Et ce qu'on constate, c'est que globalement, on n'est pas à côté de la plaque. Alors là, c'est la température, c'est quelque chose qui est bien compris, que ce soit sur le plan atmosphérique ou le plan océanique. Donc on est loin des calottes glaciaires, etc., et des mécanismes spécifiques. Mais globalement, on peut quand même faire une bonne confiance au modèle. Et je rebondis encore sur le GIEC. C'est vrai que tous les mécanismes qui sont mal compris, et notamment qui influencent la montée du niveau de la mer, le GIEC a bien séparé. Il y a 2 courbes qui sont bien distinctes, où on prend en compte les phénomènes qui sont mal connus et on regarde l'impact qu'ils ont. Et il y a une autre courbe où, pour le coup, on ne prend pas en compte les phénomènes qui sont mal connus. Donc cette courbe-là ne va montrer que les phénomènes dont on est sûr qu'ils fonctionnent bien. Merci beaucoup. Voilà, donc je passe le micro aux fins de la... par mesure de proximité, donc d'abord Clara. Alors,
je ne suis pas une spécialiste non plus, voilà, mais moi la question c'est que en fait là finalement on est sur modélisation du climat avec un travail qui consiste à vouloir vraiment travailler. Toi tu travailles vraiment sur l'atmosphère. La réflexion d'hier en fait c'est qu'on manquait beaucoup d'éléments sur en fait la machinerie océanique au niveau du climat. Là on a effectivement, alors que sur l'atmosphère on a quand même un certain niveau de connaissance. Voilà, on va dire ça ainsi. Mais donc, dans l'évaluation des performances, tu as modélisé, tu as utilisé un modèle et tu es sur l'évaluation des performances. Et moi, à un moment, ce qui m'a intéressé, c'est que tu parlais de l'irradiation solaire, notamment lors de l'évaluation, en disant qu'il y a très certainement des biais. Souvent, en fait, c'est au-delà de... dans le travail, on va dire, de recherche et la contribution à la connaissance, justement, sur la partie modélisation et forçage des modèles, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui va être biais. Et donc, pour moi, la question, c'était, c'est pour ça que j'allais dire, bon, sur le jeu là-bas, parce que c'était très particulier, c'est effectivement, sur cette partie-là, irradiation solaire, quel est le biais que tu observes, en fait? Parce que, voilà. Et peut-être en mots simples, compréhensibles, parce que ça peut-être illustrer aussi le débat que l'on a toujours, le questionnement qu'on a toujours, parce que faire le distinguo entre une approche climat et une approche météo, je plaisante beaucoup avec Victoire qui n'est pas là, parce qu'en disant c'est pas une science exacte, et elle me dit toujours, mais on parle de prévision météo. Voilà. Mais en tout cas, donc, voilà, là, quand tu me parles d'un biais dans cette irradiation solaire, c'est en termes simples, parce que moi je vois les images, je vois les couleurs, quel est le biais que tu vois en fait dans ton modèle? Alors là, donc là j'ai fait mes anomalies par rapport au modèle RA5, donc c'est un modèle parmi tant d'autres. On utilise celui-là parce que c'est d'une part le plus réputé et c'est aussi surtout celui qui a l'échelle la plus fine alors qu'il couvre la totalité de la planète, environ 0,25 degrés, donc entre 25 et 30 km de résolution. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant. C'est aussi un modèle qui a été énormément étudié à différents endroits de la planète. Donc c'est pour ça qu'on a quand même relativement confiance dans ses résultats et qu'il est abondamment utilisé. Et donc là, par exemple, pour répondre à ta question des biais, donc c'est les trois colonnes de gauche. J'ai du mal à voir les chiffres d'ici. Mais donc dans le titre, il y a le biais moyen. Donc par exemple, la première case rouge. Le biais moyen est de 14% et il y a le biais absolu qui est à peu près pareil, ce qui est logique parce que là, on a majoritairement des températures chaudes, ce qui veut dire qu'on a un biais positif sur l'ensemble du domaine. Mais c'est excessivement compliqué d'avoir une bonne idée des biais. Enfin, comparer avec juste RA5, ça ne suffit pas, parce que déjà, c'est un modèle, ce n'est pas des observations. Et si, par exemple, on comparait les résultats d'RA5 avec les observations in situ de la Polynésie, on constaterait aussi un biais. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Le problème en Polynésie, c'est que la profondeur de recul de mesure, c'est-à-dire le nombre d'années qu'on a de mesures à disposition pour certaines variables, est très faible. Et par exemple, là, pour le GHI, donc il y a l'irradiation solaire, la station de Fa'a remonte de mémoire jusqu'en 2008 ou quelque chose comme ça. Donc c'est très compliqué. Et il n'y a que cette station-là qui mesure le GHI sur Tahiti. Donc en fait, l'objectif là, c'est d'essayer d'obtenir le meilleur résultat, d'essayer de contrôler les biais au maximum avec les données dont on dispose et de faire le meilleur travail avec ça. Merci Paul. Moi j'avais une question plus sur le... Finalement, est-ce que tu es arrivé à est-ce que c'est possible d'arriver à une conclusion de la meilleure configuration qui existe avec tous les tests que tu as fait? Est-ce que tu as fait un choix de prendre peut-être celle qui est le mieux, mais est-ce que parfois le mieux c'est celle aussi qui va pouvoir être tournée plus rapidement? Est-ce que dans toutes les multitudes de tests que tu as fait, est-ce qu'il y a une solution parfaite qui coche toutes les cases ou est-ce que c'est finalement tu as dû faire des concessions sur certaines parties et pas sur d'autres Est-ce que tu as fait des configurations de géographie, après de paramétrisation physique et aussi de plein d'autres choses, donc ça multiplie à chaque fois le nombre de tests, quoi. Donc quelle est la méthode un peu pour valider ça et est-ce que tu es arrivé à une conclusion finale de je sais que je vais utiliser ça et j'ai plus de doute, je suis là-dessus?
Merci pour ta question. Alors, pour le coup, non, pas encore, parce que je suis encore en phase d'analyse. J'avais fait les 14 runs dont je vous ai parlé juste avant. Bon, c'est déjà une certaine quantité, ça met un certain temps à tourner. Je me suis rendu compte que dans les premiers runs que j'avais des erreurs sur la SST, et comme on a vu, la SST a un impact important sur les précipitations, donc j'ai dû refaire tourner mes runs. Là, l'objectif, c'est déjà regarder visuellement un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des différentes variables. Donc là, je vous en ai présenté que 3, hein, les précipitations, l'irradiation et le vent, mais il y a d'autres variables à regarder, notamment la température, l'humidité de l'air. Et l'objectif derrière, c'est d'utiliser des indicateurs, donc des scores, et de regarder aussi la variabilité dynamique, donc avec un écart type typique. Et donc pour l'instant, moi j'ai une idée avec tout le travail que j'ai déjà fait de quelle est la configuration qui me semble la meilleure, mais j'ai pas encore de résultats chiffrés qui viennent appuyer ça. Mais l'objectif à terme, c'est de sélectionner les 2 meilleurs pour faire les runs de 30 ans. Et une fois que j'aurai fait ces runs de 30 ans et que j'aurai fait les analyses climatologiques, là, on gardera les résultats de la meilleure, des meilleurs. Est-ce que j'ai répondu entièrement à ta question? Merci. Une petite dernière. Ah, cool, voilà. Il y en a. Alors, voilà, les 2 dernières questions. Merci Paul déjà. Et moi j'ai une question un petit peu sur les gisements ENR concrètement. Je vois que tu valides ton modèle avec le modèle ERA5. Est-ce qu'il sera possible d'extrapoler via ton modèle un peu des tendances sur l'évolution des gisements ENR, mais plutôt vers le futur? C'est l'objectif, le seul, comment dire, en fait, je suis contraint au niveau des projections futures avec les simulations de Cyril. Donc, les simulations de Cyril, la partie historique est réalisée de 1980 à 2016 et la période future est réalisée de 2072 à 2108. Donc, c'est très très loin. En plus, comme j'ai dit, Cyril a utilisé le scénario RCP 8.5 qui est le pire en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour l'instant, je ne pourrais pas te répondre. Par exemple, je pourrais pas, à moins de faire une interpolation entre les deux à court terme, d'ici 2030-2040. C'est vrai que moi, mes résultats vont vraiment se porter sur du fin de siècle en conditions climatiques très dégradées. Est-ce que ça répond entièrement à ta question? C'est bon? Oui, une dernière question d'un non-spécialiste. Merci beaucoup, Bastien, et merci à toi, Paul. Est-ce qu'il existe des modèles qui prennent en compte les colonnes d'eau comme les colonnes d'air? Là, on voit le système de maillage atmosphérique. Est-ce qu'il y a un modèle de maillage subocéanique et qu'il y a une interaction entre les deux qui existe? Oui, bien sûr. Là, pour le coup, c'est vrai que moi, je me focalise sur l'atmosphère parce que j'ai déjà les données de Cyril avec les températures de SST corrigées qui sont bonnes, qui ont été validées, etc. Donc, j'ai pas trop besoin de m'occuper de ce qui se passe dans l'océan, malgré qu'il y ait toujours et en permanence des interactions air-océan. Mais les modèles à échelle globale ou même les modèles régionaux, notamment WAF, le modèle que j'utilise, est capable de faire la modélisation couplée océan-atmosphère. Et les modèles globaux qui sont utilisés pour faire les synthèses du GIEC sont tous à minima des modèles océan-atmosphère. Et il y a même des modèles encore plus complexes que ça, qui s'appellent les ESM, c'est les Earth System Model, et qui, en plus de prendre ce qui se passe dans l'atmosphère et dans l'océan, prennent aussi tous les cycles biogéochimiques pour le cycle du carbone, la végétation, etc. Donc on va vraiment très très loin dans la complexité des modèles à l'heure actuelle.